19h20, Bel été sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Le camp Esmonin à Grenoble a été évacué ce matin. Les forces de l'ordre sont intervenues dès 6 heures dans ce bidonville où vivaient près de 400 personnes, essentiellement des Roms. Ils étaient 150 au moment de l'évacuation. C'est la suite logique d'un arrêté d'expulsion pris par le maire Éric Piolle. Désormais, les associations posent la question du relogement de ces familles. Et puis dans le 3e épisode de notre série consacrée à la randonnée, nous verrons que les refuges de haute montagne peuvent être très confortables et bien équipés, le tout avec une bonne table. C'est le cas dans les Hautes-Alpes sur le célèbre GR5, un refuge 3 étoiles situé au-dessus de Névache. Mais d'abord, je vous le disais en titre, l'évacuation du camp Esmonin a donc eu lieu ce matin à Grenoble. Elle s'est déroulée dans le calme, sous l'œil des riverains satisfaits et des associations inquiètes pour l'avenir de ces familles provenant essentiellement de Roumanie. Grégory Lespinasse, Johan Etienne. Un important dispositif de sécurité déployé pour évacuer ce qu'on appelle depuis quelques mois à Grenoble le bidonville Esmonin, du nom de l'avenue sur laquelle ont fleuri ces campements. Depuis 1 an et demi, plus de 400 personnes vivaient ici dans une situation de grande misère, dans un quartier où les tensions étaient devenues palpables. Il faut que ces personnes, si on veut les accueilir, soient accueillies au niveau de l'agglomération et au niveau de la ville. Il n'y a pas que le quartier sud, secteur 4. Il y a le nord de Grenoble, il y a le centre-ville, il y a pas loin de la mairie. Si le maire veut les avoir proches de lui pour s'en occuper, qu'il en prenne aussi, qu'il montre l'exemple. Il y a 2 jours, le maire Éric Piolle a donc pris un arrêté municipal pour faire évacuer le bidonville. Le préfet avait dit dès le départ qu'il n'y aurait pas d'intervention avant la fin de l'année scolaire pour permettre aux enfants scolarisés d'aller jusqu'au bout. Et donc là, pendant l'été, pendant la période effectivement des congés scolaires, c'était le moment pour intervenir. Mais ce matin, il n'y avait plus que 150 personnes, laissant supposer que le reste du camp a fui avant l'arrivée des forces de l'ordre. Sur ces 150 personnes, 5 ont été emmenées en centre de rétention. 50 personnes sont prises en charge par la ville et 90 par l'État, mais dans une situation qui inquiète les associations. Qu'une partie seulement des habitants qui vont reloger. À peu près 120-130. Autrement dit, il y a quand même encore une partie importante des occupants de ce lieu qui vont être peut-être logés 3-4 nuits dans un hôtel pour qu'il ne soit pas dit qu'ils soient à la rue dès ce soir, mais qu'ils seront à la rue quand même dans 3 ou 4 jours. En fin de matinée, l'évacuation avait pris fin et le campement a été rasé. La juge d'instruction d'Albertville a annoncé hier son intention de clore l'enquête non résolue sur la disparition de Cécile Valin. La jeune femme avait 17 ans lorsqu'elle a disparu en juin 1997 à Saint-Jean-de-Maurienne. De son côté, son père refuse toujours de baisser les bras. Les détails avec Isabelle Colbrand. Avec l'annonce hier de l'intention du juge d'instruction de clore l'information judiciaire sur la disparition de Cécile Valin, c'est un coup impossible à accepter pour la famille. Pour le père de la jeune fille, aucun parent ne devrait avoir à faire face à cela. C'est comme si on scellait le cercueil de Cécile avec des clous énormes alors qu'on n'est même pas sûr qu'elle soit morte. C'est la 4e fois que la justice veut clore cette enquête, mais la famille était toujours parvenue à prolonger l'instruction. On va se battre jusqu'au bout, a précisé maître Cathy Richard, l'avocate du père. On est sûr que quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Cécile Valin a disparu le 8 juin 1997 près de Saint-Jean-de-Maurienne. Une information avait été ouverte pour enlèvement par le parquet d'Albertville et des recherches largement entreprises. Aujourd'hui, la juge d'instruction considère donc être allée au bout du bout. L'enquête pourrait déboucher sur un non-lieu si aucun élément nouveau n'apparaît dans les prochains mois. En Savoie, les machines de l'entreprise Graftech à la Léchère s'arrêteront de tourner ce vendredi. La direction souhaite toujours délocaliser la production en Italie. 51 salariés sont concernés et les élus en appellent à l'État pour que l'entreprise reste en Savoie, d'autant qu'un repreneur s'est fait connaître. Sophie Pellerin, Yves-Marie Glo. Pendant 4 mois, ils ont manifesté pour tenter d'empêcher leur patron américain de fermer leur entreprise en Tarentaise. Ce matin, ce délégué syndical n'a plus de banderole entre les mains, mais son curriculum vitae de tourneur-fraiseur pour un premier entretien de reclassement. L'atelier dans lequel il travaille depuis 23 ans sera mis à l'arrêt vendredi, alors que l'activité ne manque pas.
Il y a toujours des commandes. Le carnet de commandes était relativement bien plein jusqu'en fin d'année. Mais c'était une décision de restructuration de la part de GrafTech. Mais c'était plus une décision financière qu'industrielle. En mars dernier, GrafTech a décidé de faire des économies en concentrant son activité de fabrication de pièces en graphite sur son unité de Malonneau en Italie, où les machines du site savoyard s'apprêtent à déménager. Nous, en tant qu'élus, nous sommes en colère de la tournure des événements. Je veux dire, il y a une forte accélération, on veut enlever les machines du site. Et alors qu'il y a une offre de reprise qui est encore à étudier sur le fond. Un entrepreneur local a en effet proposé de reprendre au moins 8 des 51 salariés. À ce projet porté par l'Agence économique de Savoie, GrafTech n'a pas apporté de réponse. Le conseil départemental en appelle donc au ministre de l'économie. L'objectif, c'est de mobiliser tous les services de l'État, y compris la gendarmerie s'il le faut, y compris les CRS, pour que le déménagement n'ait pas lieu, puisque ce qui est envisagé, c'est un déménagement des machines en Italie. On nous annonce, d'après ce que l'on peut avoir ici ou là, que 60% des clients vont être perdus, alors qu'on a un industriel qui est prêt à garantir la reprise de 10 emplois au début, ce qui est déjà bien, puis ensuite de continuer à développer cette entreprise qui a des carnets de commandes qui sont bons à ce jour. Comment peut-on expliquer ça ? Si la direction savoyarde de GrafTech n'a pas souhaité être interviewée, elle nous a affirmé que ce projet de reprise était toujours à l'étude. Le déménagement des machines vers l'Italie doit débuter lundi prochain. Les habitants de Bourdeau en Savoie sont toujours privés d'eau potable. Un service de distribution d'eau en bouteille a été mis en place. Vous voyez ce reportage de Claudine Langui-Bernard et Jean-Christophe Solari. Combien vous êtes chez vous? Alors là, en ce moment, on est 4. Alors 4, vous avez droit à un pack complet là. Voilà. Je note un pack. Ça fait 5 jours maintenant que les habitants de Bourdeau viennent chercher en mairie leur ration quotidienne d'eau en bouteille. Après la grêle et les glissements de terrain début juin, l'orage de la semaine dernière a eu raison de la qualité de l'eau. Sur les hauteurs du village, au point de captage, la nature ne remplit plus son office. Là, on a l'exemple typique de ce qui s'est passé au début du mois, avec des éboulis qui sont descendus sur à peu près 5 à 600 mètres et de l'eau qui a lessivé complètement le terrain. Et donc on a ces mêmes types de canaux au-dessus de nos sources, où là il n'y a plus aucun élément filtrant pour pré-nettoyer l'eau avant qu'elle s'infiltre et qu'elle atteigne la source. Aux 300 foyers et vacanciers s'ajoutent les commerçants du village que la mairie alimente aussi. On fait avec les moyens qu'on nous donne, donc tout va bien. La mairie nous a bien donné des packs en fonction, donc on a fait un peu de petite restauration. Donc on fait tout, les glaçons, la cuisine, l'eau pour les verres, pour les carafes, avec de l'eau minérale. Mais ça se passe bien. Et puis, il y a les personnes âgées qui apprécient d'être livrées à domicile par Maxime, un jeune bénévole de la commune. C'est très très bien d'être au secours de la population. Vous appréciez ? Oui, bien. On est gâtés. Un traitement au chlore a été réalisé sur le réseau de distribution communale. Les résultats sont attendus dans la journée de mercredi, mais Météo France annonce un nouvel épisode pluvieux qui risque de compromettre le retour rapide de l'eau potable au robinet. Suite de notre série consacrée aux nouvelles tendances de la randonnée, et ce en parcourant le célèbre GR5 entre Léman et Méditerranée. Et aujourd'hui, direction les Hautes-Alpes et la très belle vallée de la Clarée pour visiter un refuge. Vous allez le voir tourner vers le confort et la gastronomie. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran et Mélanie Ducré. La haute vallée de la Clarée, au-dessus de Névache, dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, avec Delphine de l'association GTA, nous allons découvrir un refuge 3 étoiles à plus de 2000 mètres d'altitude. On va au refuge de Buffert, un ancien chalet d'alpage qui a été rénové. C'est un refuge qui a tout misé sur le confort avec des chambres, des douches. Et oui, désormais, le refuge n'est plus seulement une étape, mais de plus en plus l'objectif même de la randonnée. À Buffert, certains y montent rien que pour manger, que dis-je, déguster la cuisine raffinée de Nadette. On aime manger sainement, on consomme des produits biologiques et on se dit que au refuge, on le fait aussi pour les gens que l'on accueille. Parce que ce qui est important pour soi, ça l'est aussi pour les autres.
Et si on veut être bien avec ce que l'on fait, eh bien, il faut aussi cuisiner dans son art de vivre. Une fois par semaine, à bord de son engin tout-terrain, Claude descend jusqu'à Briançon pour faire ses courses chez des producteurs locaux. La cuisine suréquipée tourne au gaz, acheminée à Buffère par hélicoptère. Les refuges de montagne, Jean, il les fréquente depuis un bout de temps. Côté gastronomie, pour lui, non, c'était pas mieux avant. On mangeait essentiellement des choses qui n'étaient pas périssables. Des jambons qu'on pouvait garder pendant 6 mois, des fromages comme les Beaufort ou des choses comme ça, ou les gruyères, mais jamais de choses de qualité. Il n'y avait pas des cartes comme ça. En ce moment, il y a une petite particularité, c'est qu'on accueille une expo qui illustre les 25 ans de la cabane. Cet ancien chalet d'alpage, Claude et Nadette, en 25 ans, le reconstruit totalement. Petit salon. Dans le petit salon, repos, on peut bouquiner. Vas-y. Ah, tu vois, ça c'est la panoramique, en fait. C'est une... Buffère, comme dit Claude, c'est l'antithèse du dortoir. 3 salles de bain pour 30 places, en chambre de 6, 4 ou même 2 personnes. Bain, ouais, avec une douche, une petite vasque. Vue sur la montagne, vue sur le vallon toujours. Pour chauffer tout ça, y compris l'hiver, Claude turbine l'eau du torrent. Claude est bricoleur, ça c'est clair. Mais le chef-d'œuvre du bâtisseur, le voilà. Le chalet d'été, 12 places de plus, une réplique d'ancien en Mélèze, s'il vous plaît. Ah bah tu vois, c'est le but. Un petit salon. Voilà. Tout ça pour 41 € la demi-pension, quelle que soit la chambre. Si tu viens en famille, tu viens avec tes enfants, tes petits loups, tu donnes envie de faire autre chose. Donc quelque part, on est le tremplin pour la haute montagne, tu vois. Donc si d'entrée dans un refuge comme ça, c'est froid, c'est humide, tu manges pas bien et tu dors mal, je pense que c'est fini pour la suite, quoi. Donc là, tu suscites un peu l'envie, quoi. Ça aussi, ça fait partie du challenge. Demain, direction la Vanoise, en passant par le Tabor. Au refuge Iremaggi, dans la vallée étroite, on joue la carte de l'animation musicale. C'est l'apéro saxo de Renato. Et nous avons rendez-vous maintenant avec l'édition des initiatives. Et pour commencer, une formation, premier secours pour les vacanciers. On se retrouve juste après. Ces bénévoles de la Croix-Rouge partent à la pêche aux vacanciers sur la grande plage du lac. Bonjour monsieur. Profitez du soleil. On propose des initiations gratuites. Quoi faire devant une personne qui fait un arrêt cardiaque. Sinon tout ce qui va être prévention des accidents de la vie courante. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Monsieur, bon après-midi. À chaque étape, entre 200 et 250 personnes se laissent tenter par les ateliers de la caravane d'été. L'initiation au geste de premier secours est au cœur du dispositif de la Croix-Rouge. Allez-y, je peux décomposer d'électrodes. Camille anime une séance pour apprendre à utiliser correctement un défibrillateur. L'appareil dévoile tous ses mystères en quelques minutes. On va la placer comme indiqué sur le dessin, c'est tout simple. Alors allez-y, je vais regarder si vous le faites naturellement bien. Regardez. Une minorité de la population est familiarisée avec l'usage de cet instrument, de plus en plus répandu dans les lieux publics. C'est un arc électrique qui circule entre les deux électrodes. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de l'arc électrique? Le cœur. Le cœur, exact. Tout le monde se tient à l'écart. Allez-y, appuyez. Choc délivré. Vous venez d'envoyer un choc. Je pense qu'on arriverait au moins à faire les premiers gestes et essayer, en attendant les secours, de démarrer quelque chose. Avec un peu moins de stress qu'à la découverte complète. C'est des formations qu'on fait dans un sens ludique pour intéresser les plus jeunes, donc dès l'âge de 3 ans jusqu'aux personnes plus âgées. On leur fait des formations ludiques tout en apprenant des gestes qui sauvent, qui sont importants dans la vie de tous les jours, notamment l'utilisation du défibrillateur. Après la formation aux gestes qui sauvent, la Croix-Rouge adresse un dernier geste aux vacanciers. Monsieur, avant de partir, n'oubliez pas, voici votre diplôme. C'est une tendance qui se développe dans le tourisme. Le vacancier est invité à devenir écolo-responsable. Voici l'exemple d'un camping qui a mis à disposition des distributeurs d'eau potable filtrée et de produits ménagers écologiques. La Garangeoire, du 5 étoiles grand luxe, un des rares établissements de plein air vendéens certifiés Écolabel. Ici,
On a l'habitude de se mettre au vert. Les voitures du personnel sont toutes électriques. Le lagon est en eau naturelle. Quant au tri sélectif, on s'y est mis depuis belle lurette. La nouveauté dans les allées, c'est cette borne de distribution d'eau et de produits d'entretien, du 100% naturel, des bouteilles 100% biodégradables. C'est de l'eau du réseau qui est filtrée, où on enlève le goût. Essentiellement le goût de chlore et tout ce qui est tuyauterie et autres. Là, on a une eau qui est complètement neutre en goût. Et pour le coup, moins cher pour la clientèle. Moins cher, voilà. On arrive à 5 centimes en eau plate et 10 centimes en eau gazeuse, le litre. On consomme de façon différente, mais en plus de façon ludique. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de faire des efforts supplémentaires. On va chercher son eau, on va chercher son détergent, mais on n'a pas l'impression de faire quelque chose pour la planète et on le fait. Pas de gaspillage, pas de déchets. La clientèle à 98% étrangère a tout de suite joué le jeu. Je pense que c'est vraiment très bien. Ça fait 2 fois que je viens aujourd'hui et je l'ai utilisé la nuit dernière. C'est très pratique, surtout quand la boutique est fermée et qu'on a besoin d'eau. Donc oui, c'est une super idée. L'entreprise espère désormais développer le concept dans les ports de plaisance et pourquoi pas dans les écoquartiers. Respecter la nature, c'est aussi partager les sites naturels visités avec la faune et la flore. Dans les Vosges du Nord, des sites d'escalade abritent ainsi des nids d'oiseaux rares et des plantes fragiles. Les sportifs sont invités par des opérations de sensibilisation à respecter les lieux. Un rocher, c'est un milieu de vie. Un milieu de vie bien différent de la forêt, bien différent aussi de la plaine. Et donc, il y a des espèces spécifiques à ce milieu de vie. Donc le faucon pèlerin notamment, d'autres oiseaux, le grand corbeau, le grand-duc. On va avoir des espèces particulières de fougères, on va avoir des espèces particulières de mousses, de lichens. Et le message est bien accueilli, les grimpeurs sont habitués pour la plupart à prendre soin de leur environnement. Écolo, bio, un objectif, laisser la nature respirer. Voici à présent l'aventure d'un sportif passionné de viticulture. Il vient d'entamer un tour de France dans les vignobles avec pour objectif de discuter avec les professionnels de culture bio. Toi, Jean-Charles, qui est très attaché à l'impact de ce que nous faisons sur l'environnement, ici, nous faisons très attention à ne pas traiter nos vignes et nous travaillons le désherbage totalement à la main. Visite de la parcelle de 350 pieds de vigne bio à Sainte-Adresse. Ancien cycliste de haut niveau reconverti dans le vignoble, Ludovic a accueilli Jean-Charles, un autre passionné de vélo, du vin et de la nature. Il est l'organisateur du Tour de France, un vélo pour la planète. L'idée, c'est aussi de mettre en avant et de valoriser l'agriculture biologique pendant tout ce tour, donc de Nantes jusqu'à Bordeaux. Encore ? Allez, rigole bien. Jérôme Le Banner, champion de kickboxing, et Yavé Kahar, vice-champion olympique de cyclisme, sont venus soutenir la course écolo-sportive. J'ai accepté parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment un beau challenge. Et puis, on se connaît depuis un petit bout de temps. Il a toujours un petit peu regardé mes performances. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être là avec lui, de l'accompagner dans sa démarche. Et c'est parti pour l'étape 0. 60 km d'effort sur la route du littoral, sous la pluie, jusqu'à Deauville. L'objectif est, à travers toutes ces rencontres que je vais faire avec les vignerons bio et nature, de parler d'agriculture biologique. Donc c'est l'idée d'un renouveau agricole, puisqu'on a vu que le modèle agro-industriel atteint ses limites, et de parler d'un retour aux valeurs de la terre et d'une agriculture naturelle. Dès lundi, Jean-Charles sera seul sur son vélo pour un périple de 3700 km en 25 étapes dans les vignobles de France. La fin de l'aventure est prévue le 24 août prochain. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve ce soir à 19h. Passez une très belle après-midi.